Radio Galère 88.4, nous reprenons le cours de notre émission consacrée à l'actualité locale. On va donc évoquer avec vous pendant près de 30 minutes l'association pour la sauvegarde et l'animation du poumon vert de Saint-Mitre avec son président, le docteur Philippe On va y arriver. Le docteur Philippe Musarella, accompagné d'Hélène Jean, trésorière de l'association. Dans un premier temps, on va vous créer pour le coup. Et donc, on accueille, je le rappelle, l'association pour la sauvegarde et l'animation du poumon vert de Saint-Mitre, avec son président Philippe Musarella, accompagné d'Hélène Jean, trésorière. Bonjour Philippe. Bonjour Anthony, et merci de nous inviter aujourd'hui pour notre sujet qui est notre dernier thème de combat de l'association qui concerne des inondations dans les rues du quartier de Saint-Mitre. Exactement, et on a beaucoup de choses à dire là-dessus. Vous êtes venu accompagné d'Hélène Jean, trésorière de l'association. Bonjour Hélène. Bonjour Anthony. Voilà, ben oui, je suis venue accompagner notre président pour dénoncer un petit peu ce problème qui se passe dans nos quartiers. Voilà, on va l'évoquer. On avait déjà reçu l'année dernière Philippe Musarella, qui est docteur, médecin généraliste de formation à la retraite et qui œuvre désormais pour cette association. On va parler du gaspillage de l'eau, des inondations des rues par les fameux rejets d'eau souterraine. Alors on va essayer de ne pas être extrêmement trop technique et trop scientifique, mais on va vous donner les grandes lignes pour comprendre et décrypter la situation. Il y a une réunion publique, Philippe, qui a lieu le 12 octobre de 10h à midi au CAQ de la Battarelle, c'est dans le 13e chemin des Grives pour ceux qui connaissent. Cette réunion publique, le thème c'est gaspillage de l'eau et inondation des rues par rejet d'eau souterraine. C'est un thème qui fait un petit peu froid dans le dos lorsqu'on l'évoque et il est récurrent depuis des années et j'ai envie de dire l'inquiétude est toujours aussi présente, Philippe et Hélène. Voilà. Tout à fait. Juste pour rappeler notre association, dans quoi elle œuvre, nous sommes une association de défense de l'environnement qui s'est créée en 2015. Et effectivement, vous avez rappelé qu'on avait eu d'autres combats qu'on a exposés à l'antenne. Notamment, le premier, c'était l'annulation de la Linéa, qui était une 2 fois 2 voies, avec 30 000 véhicules dans le quartier justement nord-est de Marseille. Voilà. Et notre association a réussi à la faire annuler. Reste maintenant à enlever les emplacements réservés et nous ce qu'on souhaite c'est faire sur ces emplacements réservés nos voies vertes et c'est la proposition qu'on propose à la métropole justement. C'est une bonne idée. Voilà, est-ce qu'elle va être reçue et acceptée? C'est une autre histoire. C'est une autre histoire effectivement parce que pour l'instant il n'y a aucun projet sur ces emplacements toujours réservés. C'est pour ça qu'on fait des propositions. On n'est pas que dans la lutte pour faire annuler, on est aussi dans des propositions. Et vous savez aussi qu'on a proposé un tramway des collines entre le nord et l'est de Marseille. Vous étiez venu pour en parler sur les ondes de Radio Galère à l'époque. Qui se ferait sur les voies normales qui existent. Et on voit qu'actuellement les tramways sont à la mode, mais tous vers le centre-ville. Et nous, on milite pour quelque chose du nord à l'est, un arc de cercle. En parallèle, finalement, d'un arc de cercle qui va se faire, c'est le B4 que beaucoup connaissent, qui est en cours de construction, mais c'est un BHNS. Et nous, on milite pour un tramway au-dessus, sur une zone de 200 000 habitants quand même. Voilà, ça, c'est nos combats. Nous avons ici réussi à faire condamner des gens qui faisaient des dépôts sauvages dans le quartier de Saint-Mitre. Et ça, voilà, c'est malheureusement de plus en plus récurrent, voilà. Philippe. Et ça, on continue ces combats, parce que dès qu'on voit des dépôts, on y va. Moi, je voudrais qu'on situe Saint-Mitre un peu pour les auditeurs, parce que moi-même, je ne sais pas exactement où est Saint-Mitre. Alors ça, c'est en tant que Marseillais, c'est bien qu'il est en Marseillais. Et voilà. Bon, en fait, Saint-Mitre, c'est un quartier qui se situe à l'intersection des quartiers de la Rose, du Merlan, donc en aval. Et de l'autre côté, on a Château-Gombert, en allant vers Allo, Plan de Cuc, etc. Voilà, donc c'est un quartier un petit peu... souvent, on ne parle pas trop de Saint-Mitre. Quand on dit j'habite Saint-Mitre, vous habitez Saint-Mitre, les remparts. Oui. Non, Saint-Mitre, c'est dans Marseille. C'est un quartier du nord-ouest de Marseille, voilà. Mais c'est pas tout à fait dans le nord quand même. C'est une intersection. De Berre-les-Temps. Voilà. Exactement. Mais souvent les gens
connaissent plus celui-là. Bon, voilà, bien situé, on sait où c'est maintenant Saint-Mistre. Voilà, c'est pas très loin des facultés de Saint-Jérôme. Exactement. Voilà, Saint-Jérôme, voilà, ça on visualise mieux. Pas loin du technopôle de Château-Gombert. Voilà, c'est entre les facultés Saint-Jérôme et le technopôle. Exactement. Voilà. Oui, tout à fait. C'est pour ça que c'est un quartier qui est ciblé pour favoriser des transports entre ces deux pôles universitaires. Et c'est pour ça que nous proposons ce tramway des collines, justement, qui peut être aussi un lien entre l'hôpital Nord, par exemple, et le quartier de la Valentine. Et au milieu, il y a justement Saint-Mitre avec le technopôle. Exactement. Alors ça, ce sont les... c'est nos combats anciens et actuels aussi qui continuent à encore et encore, comme vous le dites si bien. Voilà. Et dernièrement, on a été interpellés par des habitants du quartier qui se désespéraient depuis 2 ans de voir couler dans leur rue des quantités astronomiques d'eau, et non pas en temps de pluie, ce qui est tout à fait logique, mais en temps sec. Alors justement, quel est ce mystère? Voilà, expliquez-nous, décryptez-nous ce problème. C'est qu'en temps de pluie, c'est déjà un vrai problème, mais en temps sec, comment se fait-il qu'on a ce problème d'eau? C'est une bonne nouvelle, c'est quand s'il y a une sécheresse que l'eau coule, c'est un miracle presque. Oui, mais cette eau, justement, elle s'en va des nappes souterraines. Ah voilà, elle vient des nappes souterraines. Ouais. Et ces nappes phréatiques ont eu une effraction, en quelque sorte, pendant la construction de copropriétés, par les constructeurs qui ont creusé. Il faut savoir que quand on construit sur des terrains où la nappe phréatique est un peu affleurante, c'est 1,50 m du niveau du sol. Elle n'est pas loin du niveau du sol. Voilà, exactement. Alors on va creuser, vous savez qu'actuellement on creuse pour faire des caves, pour faire des garages. Donc on va même sur 2-3 niveaux dans le sol. Et c'est fait en dépit du bon sens, c'est-à-dire qu'on ne tient pas compte finalement de la hauteur de la nappe phréatique. Et quand on rentre dans la nappe phréatique, quand on construit, on s'en rend compte et on est obligé de pomper cette eau pour la faire sortir du terrain, pour la mettre à un endroit qui est ou le caniveau ou dans les canalisations d'eau pluviale. Donc c'est de l'eau qui est perdue en plus. Ça c'est vraiment un gâchis. C'est vraiment pour pouvoir la pomper et la rejeter, il faut avoir une autorisation déjà de le faire. Bon, et on s'est rendu compte dans les différents permis de construire qui constellent le 13e et 14e arrondissement de Marseille qu'il n'y a pas de demande d'autorisation de rejeter ces eaux souterraines dans les caniveaux. Mais est-ce que c'est légal déjà de percer la nappe phréatique quand on construit quelque chose? Alors, c'est sûrement légal, puisque j'ai lu le parc, il y a une interdiction. Et c'est d'ailleurs, là, on anticipe sur ce qu'on propose, mais c'est bien de le faire dès maintenant. C'est-à-dire que notre association a proposé, dans le cadre des enquêtes publiques concernant le PLUI ou le SCOT, le schéma de cohérence territoriale de la métropole, d'inscrire dans ces documents que quand il y a la nappe phréatique affleurante, on interdise justement de la creuser. Ben oui, bien sûr. C'est de manière tout à fait préventive. C'est du bon sens, tout simplement. Voilà. Pour justement les constructions à venir, c'est de la prévention. Bon. Alors justement, on parle de projection, la mairie a quand même un rôle prépondérant en la matière. Comment se passent les relations entre vous et la mairie pour justement enrayer ce problème-là? Est-ce qu'il y a une prise de conscience? Parce qu'on parle de réglementation en matière d'eau pluviale, des nappes phréatiques superficielles, la réglementation en matière de sécheresse. Enfin, les thèmes sont nombreux forcément, et les inquiétudes aussi. Tout à fait, vous avez raison. Il faut qu'on rappelle un petit peu le contexte réglementaire très rapidement. Si vous voulez, quand on construit sur une parcelle, automatiquement on va l'imperméabiliser, c'est-à-dire qu'on va enlever de la terre qui est capable d'absorber cette eau lorsqu'il pleut. Donc on va mettre du béton à la place. Et en compensation, il faut construire ce qu'on appelle des bassins de rétention qui sont calculés, très techniquement. Mais donc c'est un bassin. Alors ça peut être tout simplement une grande mare, ce qu'on appelle des noues, ou alors un bassin en dur ou en plastique ou en béton qui est enfoui dans la terre pour pas qu'il se voie et prendre de la place dans le jardin. Et ce bassin va recueillir au moment de la pluie l'eau de pluie. Et il va la déverser ensuite dans le caniveau ou dans les canaux d'eau pluviale qui sont dans la rue. Donc il va le déverser à une certaine vitesse. En général, c'est entre 5 et 15 litres par seconde pour éviter les inondations. C'est-à-dire c'est une rétention, mais un relargage qui se fait petit à petit pour éviter justement que tout arrive d'un coup dans les rues et entraîne des inondations dans les zones basses. Ça, c'est la réglementation. Et d'ailleurs, toutes les constructions le respectent, en sachant que ces calculs, parfois, sont faits non pas par des hydrogéologues qui auraient au préalable vérifié la qualité du terrain. Donc ça, on a pu remarquer que dans les permis de construire, quand même, il y avait des différences de qualité. Et oui. Ça, c'est la réglementation obligatoire. Donc, et il est évident que quand il pleut, cette décharge se fait au moment de la pluie et quelques heures après.
Oui, Après, voilà, ça la s'arrête, conséquence intervient après, oui. Voilà, donc il n'y a pas d'autre eau qui survient après, puisque c'est le bassin qui a tout gardé, qui relâche petit à petit. Par contre, si en cours de construction, on rencontre une nappe phréatique, ce qui n'est pas toujours le cas. Hein, donc, oui, mais ça, ils ne peuvent pas le prévoir. Ceux qui font les plans de construction, normalement, c'est prévisible. Ça, ils inspectent le terrain. Ils savent où est la nappe, s'il y a une nappe phréatique ou pas, à mon avis. Hein, tout à fait. Avec tous les moyens qu'on a maintenant. Tout à fait. Le constructeur doit s'entourer finalement d'un avis d'un hydrogéologue. Ben oui. Et actuellement, les hydrogéologues, ils ont accès à des tas de données qui existent sur Internet, on les voit, qui sont faites par l'État, où il y a des cartes de nappes phréatiques, justement, avec les différentes hauteurs. Et donc, en fait, dès que l'hydrogéologue, s'il fait bien son travail, et le constructeur aussi... oui, parce que c'est le rôle du constructeur, hein, on le rappelle, et de l'hydrogéologue. Hein. Déjà au départ. Et ensuite, oui, la métropole, c'est la ville, il y a un contrôle de légalité par le préfet. Après, on arrive à quelque chose de très complexe dans ce dossier, c'est qu'il y a une multitude d'intervenants, qui fait que quand vous avez une multitude d'intervenants, c'est le cas de lire, on noie le poisson. Hein, donc, à Marseille, on connaît ça. Voilà, donc vous avez déjà la métropole qui doit donner un avis sur justement la qualité de cette étude hydrogéologique en termes de bassin de rétention et de nappes phréatiques. Ensuite, vous avez la ville de Marseille qui reçoit cet avis, qui donne l'accord pour le permis de construire. Et après, vous avez le préfet qui valide justement le permis de construire. Donc à la fin, vous avez toute une chaîne quand même où on peut arrêter les permis si c'est nécessaire, ou les faire modifier. Nous, on ne demande pas qu'il y ait des arrêts de construction. Hein. On demande que ce soit fait de manière correcte pour éviter le gaspillage de la nappe. Et aussi, et là on en parlera après, aussi tous les incidents par rapport au bâtiment et aux gens aux alentours. Mais est-ce qu'on devrait construire sous une nappe phréatique qui affleure pratiquement le sol? Est-ce que ça ne devrait pas être interdit? Parce que à mon avis, c'est une aberration de percer cette nappe phréatique, ce nappe phréatique, parce que c'est un réservoir d'eau qui est très important. Alors, surtout maintenant avec le problème qui se pose avec l'eau, qui va se poser de plus en plus, à mon avis. Tout à fait. Donc en fait, déjà, il y a les zones humides qui sont interdites de construction. Et vous avez aussi les abords des talwegs. Les talwegs, c'est des ruisseaux qui se remplissent lorsqu'il pleut, un peu comme les oueds africains. Nous, on a des talwegs dans Marseille. Et c'est vrai que quand on se penche sur le dossier, on se rend compte que Marseille est truffé de talwegs qui, dans les quartiers en question, vont tous arriver au Jarret, qui le même Jarret se jette dans l'Yvonne. Bon, donc, si vous voulez, tous ces talwegs, ils sont à respecter. On doit construire au-delà d'une certaine distance de ces talwegs. Et on respecte effectivement déjà le talweg, la nappe phréatique est affleurante à ces niveaux-là. Donc, oui, interdire de construire, c'est pas obligatoire. Ce qu'il faut, c'est respecter la nappe elle-même, de construire au-dessus. Et il y a des chapes qui résistent, qui flottent comme des pontons, hein, sur les nappes phréatiques, sans altérer la nappe phréatique. Ça existe, les ingénieurs savent le faire. Bon. Donc pour en revenir à la réglementation, donc pour ces nappes phréatiques, quand on arrive dessus en cours de construction, il faut demander l'autorisation de rejeter cette eau, parce que normalement cette eau de la nappe phréatique, on doit la rejeter dans le terrain même. C'est-à-dire qu'on doit faire des drains, des puits, des puisards, et cette eau, de la remettre dans le terrain. Donc voilà, donc quand c'est en cours de construction, c'est ce qu'on doit faire. Et évidemment, après la construction, si c'est fait avant, cette eau, elle reste dans l'eau. Dans le terrain, pardon. Voilà. Par contre, on remarque qu'il y a probablement... Allez-y Philippe, je vous en prie. Il y a probablement des constructeurs qui relient cette eau de nappe phréatique dans les bassins de rétention de pluie dont on a parlé tout à l'heure, qui eux ensuite sont rejetés à la rue ou dans les eaux pluviales. Si vous avez, ça, c'est une anomalie. Si vous souhaitez davantage d'informations... Vas-y Richard. Par rapport au dossier que vous avez mené. Alors pour l'instant, nous en sommes au constat où nous avons constaté qu'il y a 3 groupes de permis de construire. Un premier, c'est déjà des constructions qui sont déjà livrées. Donc il y a des copropriétés qui ont été livrées qui posent des problèmes dans notre quartier et on a constaté que c'est le même constructeur qui a fait ces 3 copropriétés litigieuses. Qu'on ne nommera pas ici. On ne nommera pas ici, ni les copropriétés ni les constructeurs. Vous avez le droit de les nommer ou de ne pas les nommer d'ailleurs. Voilà, donc bon, ça c'est déjà une première anomalie, donc on suppose que ce shunt qui existe entre l'eau phréatique et l'eau de pluie n'a pas été enlevé après la phase de construction. Ensuite, nous avons deux autres permis, 2 autres séries, des permis qui sont en cours de construction, où on a constaté qu'il y a des rejets, mais qui s'arrêtent là. On ne sait pas s'il y a une intervention de la mairie ou de notre part qui a fait que ça s'est arrêté. Et puis, vous avez des permis qui ont été accordés, mais qui ne sont pas démarrés, et des prochains permis qui vont venir. Alors, en ce qui concerne les permis à venir, ce qu'on a pu obtenir comme bon résultat, c'est que la métropole
dorénavant, refusera de donner un accord pour les permis de construire lorsqu'il n'y a pas de canalisation d'eau pluviale dans la rue. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de rejet, ce qu'on appelle au caniveau. Faut dire que le caniveau, tout le monde sait ce que c'est le bord du trottoir. Oui. Mais il n'y a pas d'engouffrement dans justement le réseau d'eau pluviale. Et cette eau, ensuite, elle va aller dans la rue. Et ça va poser plein de problèmes. Hélène peut vous la dire. Après, dans les égouts, et après, ça suit son chemin, c'est ça. 9h49, il nous reste que 10 minutes. On va laisser aussi la parole à Hélène Jean, en tant que trésorière. Parlez-nous un petit peu des expériences, des témoignages, des ressentis aussi que vous avez en tant qu'habitante du quartier Saint-Mitre, Hélène Jean. Bien, en fait, le premier point, c'est celui que vous avez soulevé tout à l'heure. C'est très étonnant de voir des grandes quantités d'eau dévalées sur la chaussée par beau temps. On se dit, tiens, il y a quelqu'un qui a laissé un robinet ouvert. C'est quelqu'un on voit de l'eau qui fout le camp comme ça. Le fameux gaspillage de l'eau. Le gaspillage de l'eau. Et c'est en creusant et en faisant un petit peu toutes les recherches que l'association a faites qu'on s'aperçoit que ce qui vous a été dit, ça vient de la nappe phréatique. Donc là, c'est encore plus inquiétant. Mais les dégâts, ils sont bien concrets. C'est pas simplement de regarder l'eau couler. On a des habitants qui sont excédés, désespérés, qui ont les pieds dans l'eau constamment, avec des accidents, un risque accru d'accidents. Et il y a eu des accidents. Il y a un motard qui s'est envoyé en l'air parce que ça fait une espèce de zone petite mare de permanente, quasi permanente. Vous avez dans la traverse, dans l'avenue Gracieuse et dans la traverse Grand-Jean, vous avez des rejets pratiquement constants. Voilà, pratiquement constant, à des moments très très importants, puisqu'on vous a parlé d'un écoulement de 15 litres seconde, donc vous imaginez ce que ça donne, 15 litres seconde dans une rue donc relativement plate, un niveau qui descend doucement, ça fait de l'eau en permanence. Et c'est du gâchis. C'est du gâchis, c'est un gaspillage effroyable, les gens ne comprennent pas et on ne comprendra de moins en moins quand les contraintes dues à la diminution de la ressource en eau vont vraiment nous incomber, ça va être encore plus difficile à comprendre, ce rejet. L'hiver, cette eau, qu'est-ce qu'elle devient quand il fait froid? Ça devient de la glace. Donc là, c'est plus de la glace. Donc il y a un risque permanent pour tous ces habitants, ces piétons, des personnes âgées qui risquent de s'envoyer en l'air. On a des risques aussi, des nuisances sur l'habitat, parce que évidemment, ces maisons, elles sont infiltrées, les caves, les garages sont infiltrés. L'humidité qui pénètre petit à petit. Par l'humidité. Il y a aussi des phénomènes de rétraction d'argile qui se font parce que justement, il manque de l'eau dans cette eau qui est perdue, elle manque et du coup les terres en profondeur, elles ne sont plus aussi spongieuses que ce qu'elles devraient être et du coup on va avoir des maisons qui se fissurent plus facilement. Et avec des catastrophes à venir forcément dans les années à venir. Ouais. Exactement. On a eu aussi, traverse Grand-Jean, l'eau qui passait dans la trachée du téléphone. Donc on a eu des pannes, des personnes qui étaient isolées suite à cette venue de l'eau dans la trachée du téléphone. Donc nuisance bâtiment, nuisance pour les habitants qui en ont vraiment ras-le-bol. Et en plus, ce qu'on s'aperçoit finalement, donc nous on est partis de la traverse Grand-Jean et de l'avenue de Gracieuse, et puis on s'aperçoit que c'est l'arbre qui cache la forêt. Pourquoi c'est l'arbre qui cache la forêt? Parce que tout autour de nous, on a commencé à regarder des constructions qui étaient en cours, qui sont toujours en cours de construction. Donc là, je parle du quartier, je m'étends un petit peu vers la Rose, avec le boulevard Neuf, vers Saint-Jérôme, les facultés. On a aussi une construction, etc., etc. Et on voit justement ces énormes pompes qui pompent l'eau pendant la construction, donc il y a ces pompes, et on voit cette eau qui sort du caniveau. Sauf que s'il y a des dérogations pendant les travaux, elles ne doivent pas devenir pérennes une fois les travaux, comme l'a expliqué notre président. Et ça continue, et ça continue. Cette nappe phréatique, c'est la même nappe ou c'est plusieurs nappes quand on parle alors? Vous le spécialiste. C'est la même nappe. Donc c'est une grande nappe qu'il a, et tout le monde construit là-dessus.
pour des intérêts divers et variés, comme on dit, et tout le monde la perce et gaspille cette eau qui est une richesse pour le quartier et pour Marseille même. Alors, il faut savoir que le quartier de Château-Gambert et tout le 13e en général, il y a énormément, comme l'a dit notre président, des talwegs, et cette nappe, elle est affleurante. Voilà. Mais en fait, on s'aperçoit, en regardant un petit peu autour de nous, que ce problème, il existe dans énormément de quartiers de Marseille. Alors, juste, donc ça crée des nuisances et des inondations chez les gens et des fissures. Donc, je présume que tous ces gens font des déclarations auprès de leur assurance. Et qu'advient-il alors? L'assurance prend en compte ces travaux, se retourne contre les constructeurs. Qu'est-ce qui devient de ces procès, vous savez? Enfin bon, qu'est-ce que font les assurances? Il reste 6 minutes. Ah oui, merci. Donc en fait, oui, nous, on essaie justement de colliger, et ça a été depuis le mois de février-mars, toutes ces situations, et on essaie de stimuler, en gros, les uns les uns et les autres par rapport à cette difficulté. On ne veut pas monter les gens les uns contre les autres, par exemple, parce qu'on sait très bien que les responsables, c'est à la fois le constructeur de la copropriété et actuellement la copropriété qui hérite de cette anomalie-là, qui est responsable de tous ces dégâts-là. Et donc on ne veut pas monter les gens autour contre les copropriétaires, parce que de toute façon c'est un petit peu ce qui est en train de se passer. Bon, les copropriétaires ils sont prisonniers d'un truc qu'ils ne savaient pas, hein, voilà, parce que c'est pas des spécialistes de tout ça, on est bien d'accord. Et donc nous ce qu'on demande, c'est et les gens du quartier demandent à ce que déjà la situation actuelle qui entraîne ces dégâts soit corrigée. Non mais moi je ne veux pas monter qui que ce soit contre qui que ce soit. Oui, non, mais on s'aperçoit. C'est les assurances après. Alors on s'aperçoit. Que font les assurances? Est-ce qu'il y a une indemnité? Alors je comprends qu'il n'y a pas de conflit entre les uns et les autres, c'est tout à fait normal. Alors, mais les assurances, elles prennent bien position quand même. Alors tout à fait. Après il s'agit entre l'individu qui a eu son garage inondé et qui va faire réparer ce qui a été inondé et l'action publique qui va faire collective après. C'est un grand pas. Donc on se constate qu'il y a beaucoup d'individualisme. Les gens, quand ils ont réglé leurs problèmes, après, ils ne se préoccupent pas du problème général. Et nous, on est là pour se préoccuper du problème général, de colliger les situations, d'essayer de demander, ce qu'on a commencé à faire aux copropriétés, de mettre en jeu les dommages ouvrages auprès des assureurs, d'avoir des expertises, pour faire corriger justement s'il y a un shunt entre une pompe qui pompe l'eau de la nappe phréatique vers justement le réservoir d'eau pluviale, il faut arrêter le shunt. Si le réservoir d'eau pluviale il n'est pas étanche, ce qui est aussi une autre solution, c'est-à-dire il n'est pas étanche, du coup il se remplit de l'eau de la nappe phréatique qui rejette au lieu de rejeter que de l'eau de pluie, c'est à corriger, et ça normalement ce sont les dommages ouvrages d'assurance, et donc on a incité les copropriétés en question à faire jouer ces assurances-là. Il y a des copropriétés, la dernière à Rue Gracieuse, qui a un an de livraison, qui a fait un procès directement au constructeur. Mais sachez que tous ces procès et toutes ces assurances, ça va mettre des années. Ouais, voire une décennie pour certains. Chez moi, si vous voulez, dans la résidence, et le procès a duré 17 ans. Ouais, exactement, c'est très long. Et donc c'est pour ça que ça désespère les gens. Alors qu'on a des solutions temporaires qui existent, c'est-à-dire de rejeter ces eaux souterraines dans des talwegs qui sont très voisins de certaines copropriétés. Et donc le talweg, il est destiné à recueillir l'eau de pluie, pas l'eau de la nappe, mais disons... Mais qui va payer le système qui va faire ça? C'est ça la question. Parce que personne ne veut payer, à mon avis. Exactement, c'est les copropriétés veulent pas nerf payer. De la guerre. Et alors qu'en fait, c'est là où je dis il faut jouer collectif. À un moment donné, il faut mettre des solutions temporaires rapides dans la copropriété pour éviter que les gens du voisinage en pâtissent. Du voisinage et en même temps... Vous avez beaucoup de travail et de pain sur la planche, j'ai l'impression. Tout à fait. Bon, la question aussi, c'est que il nous reste 2 petites minutes. Il y a quand même les pouvoirs publics, et là j'en viens à l'aide et à la question qui a été posée tout à l'heure, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, la métropole nous a bien reçus pour bien nous expliquer au point de vue réglementation ce qui se passait. Nous avons demandé rendez-vous à la mairie de Marseille, qui est quand même au nœud de tout ça, et qui est capable de faire des actions de contrôle
à la fois au moment de la livraison des copropriétés, mais aussi au moment des constructions. Et donc nous n'avons pas encore été reçus par la ville, on ne désespère pas. En général, on l'espère pour vous en tout cas. En tout cas, l'adjointe à l'environnement du maire de Marseille, en général, vient à nos réunions publiques, et à chaque fois on l'interpelle. Mais après, il s'agit de savoir ce que ça devient après. Voilà. Et le préfet, on n'a pas encore été reçus par le préfet, mais c'est son rôle important. Exactement, et on l'espère pour vous, on le rappelle. Oui, je vous en prends 30 secondes puisque l'émission touche à sa fin. Je vous en prie, Hélène. Je voulais juste rajouter que nous, association environnementale, nous nous battons pour un problème environnemental qui est le gaspillage de l'eau, de la nappe phréatique à notre époque. Et pour ça, nous nous battons et nous luttons contre l'inertie. L'inertie qui peut venir de tous bords. Hein, et voilà, donc c'est un travail de longue haleine, mais on ne lâche pas. Merci en tout cas d'avoir été présent. Heureusement qu'il y a des associations comme vous. Oui, parce que c'est un véritable scandale, ce gaspillage d'eau, c'est un véritable scandale. Tout à fait. Merci. On a l'émission qui touche à sa fin. On a une émission qui est programmée juste derrière. Merci à l'association, donc je le rappelle et c'est important, pour la sauvegarde et l'animation du poumon vert de Saint-Mitre. Merci à Hélène et merci à Philippe d'avoir été présents. Samedi 12 octobre, de 10 à 12 au CAQ de la Battarelle, chemin des Grives, il y a cette réunion publique, il faut vous y rendre. Gaspillage de l'eau et inondation des rues par rejet d'eau souterraine. Restez fidèles au 88.4, suite la programmation habituelle. On se retrouve la semaine prochaine de 8 à 10 et on rappelle que samedi 14h, on a la fête des centres sociaux de Marseille. C'est important de le rappeler, il y a des rendez-vous. Tu n'as pas parlé de la rediffusion de notre émission, tiens. Non, parce qu'elle n'est pas d'actualité. Elle n'est pas encore d'actualité. On en parlera. On en parlera quand ça sera opportun. Ça viendra. À partir du 6 octobre, on n'y est pas encore. On aura l'occasion de l'évoquer. Voilà. Merci Philippe, merci Hélène. Merci beaucoup. Au plaisir de vous revoir et restez fidèles au 88.4 évidemment. Radio Galère toujours en direct et à très bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.